littérature a le plaisir de recevoir ce soir Ndeye Fatou Kane, qui devait normalement passer en 2014. Là, on est en 2017. Voilà, donc c'est un plaisir de vous avoir chez nous pour nous présenter donc, votre ouvrage. Et elle est bien accompagnée. Son grand-père qui a préfacé le livre. Ses deux grands-pères. L'un a préfacé le livre, à savoir donc Cheikh Hamidou Kane. Nous vous rendons un grand hommage. Merci beaucoup d'avoir bien voulu assister à cette rencontre. Et aussi l'autre grand-père, Abdoulaye Kane, que nous ne présentons plus. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir voulu honorer de votre présence ce soir pour présenter le malheur de vivre de Ndeye Fatou Kane. Est-ce que vous avez été influencé? Est-ce que cette histoire vous a été racontée? Est-ce que vous l'avez créée? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu vraiment de la peine pour Sakina, vraiment, en lisant ce roman. Voilà. Comment avez-vous imaginé cette histoire? Alors, je n'ai rien vu de ce que Sakina a dit, je suis un peu de manga. Donc, avoir une vie aussi triste, je ne le souhaite à personne. Mais j'ai connu beaucoup de Sakina, parce qu'il y a plein de jeunes femmes Hatoula qui vivent dans l'Hexagone, qui sont écartelées entre deux cultures. Mais pour revenir à la première question, je dirais que je suis peut-être née à la mauvaise époque. Parce que je suis grandement influencée par le Sénégal des années 60, 70 à 80, en lisant des ouvrages tels que Les Gars d'un temps ou L'Aventure en Bleu. On se pose des questions existentielles entre la culture, l'éducation qu'on a reçue de nos parents et le voyage, les migrations qu'on a été amené à avoir. Donc c'est dans cette dualité-là que j'ai été amenée à réfléchir et à créer le personnage de Sakina. Malheur des livres, il y a une contradiction. Parce que quand une personne est née, tout le monde l'accueille avec les baptêmes et tout, vous dites malheur des livres. Pourquoi le titre? Pourquoi le titre? Alors, je ne dirais pas qu'il y a une contradiction parce que je pense qu'il y a une certaine corrélation entre le titre et l'histoire. J'avais choisi un titre beaucoup plus sombre, mais l'éditeur a dit non. Parce que si on choisit ce titre-là, le livre risque de ne pas se vendre. Donc, on a finalement choisi Le Malheur de vivre. Et je crois qu'en lisant, déjà au début, on voit qu'il y a une triste fin. Sakina connaît une descente aux enfers à travers l'amour. Donc, j'ai voulu un peu faire une suite logique entre le titre, déjà à la couverture, on voit que c'est une histoire qui se termine mal. Mais dans la vie, il n'y a pas tous les événements heureux. Donc, il y a aussi des malheurs, des tragédies. Donc j'ai voulu aussi lancer un message. Voilà. Donc quel message voulez-vous lancer à la jeunesse à travers le personnage de Sakina? Alors, d'un point de vue global, j'ai voulu rendre hommage à des valeurs qui me semblent un peu dépassées de nos jours, à savoir l'enracinement dans notre culture, notre africanité, car l'histoire se passe entre le Dakar et le Paris des années 80. Et Sakina est la fille d'un couple d'immigrés, Amadou et Mariam, qui font la navette entre le Sénégal et la France, particulièrement le Fouta. Donc j'ai voulu un peu remettre au goût du jour ces valeurs-là, en disant que quel que soit l'endroit où on soit, quelles que soient les occasions qu'on a dans la vie, la réussite, on peut aussi être enraciné dans nos trucs, on est ouvert sur le monde. Parce qu'on on fait partie de la génération Y, à savoir la génération de l'Internet. On consomme beaucoup de ce qui nous arrive de l'Hexagone, à travers l'Europe, l'Amérique, mais on peut aussi savoir qui l'on est. Donc ça, c'est important. Parce que je crois que la culture est un socle sur lequel l'être humain s'assied. Donc c'est important de toujours l'avoir en vue. Et le message que j'ai voulu lancer, le deuxième message, c'est-à-dire qu'on peut être amoureux, hein, on peut vivre une histoire d'amour passionnelle, mais garder la tête froide. Parce que on voit que Sakina, du moment qu'elle a connu Ousmane, elle a tout oublié, et elle a envoyé valider tout son poids de travail. Il y a eu plein de mots couleurs. Foulard, hein, voilà, c'est la question que je voulais poser. C'est quoi la différence entre couleur et alcoolard? Parce que tout à l'heure, on a eu une alcoolard qui est à la réception, elle n'a pas, je lui ai montré, mais elle ne connaissait pas les définitions, par exemple. Il y a un lexique à la fin. Oui, il y a un lexique, mais je voulais tout simplement lui demander, c'est quoi la signification de ce mot? Elle ne connaissait pas, donc on a un peu discuté entre c'est quoi tout couleur et alcoolard. Je ne sais pas. Habituellement, les poulards, c'est ceux qui parlent poulard. Je laisse
aussi que... Alors, ça a été fait à dessein, parce que quand je prends mon expérience de lectrice, quand je lis un livre et qu'après il y a des notes dans le bas de page, ça perturbe un peu ma lecture. Mais on lit tous des livres où il y a des mots qu'on ne connaît pas, mais on essaie de deviner le sens. Donc en mettant des notes de bas de page, après ça sera un peu fastidieux de lire, de revenir. C'est ce que je pense. Hein. Alors, l'histoire de Sakina, une jeune femme écartelée entre son africanité et on va dire sa modernité, qui était promise à un bel avenir parce que ses parents voulaient qu'elle fasse un mariage avec un homme de bonne famille et qui venait souvent au Sénégal. Et c'est un peu bizarre parce qu'en général, les gens pensent qu'il suffit d'aller dans l'Hexagone, en Europe, pour se perdre. Ici, c'est le contraire. En Europe, elle avait une vie bien rangée, aller à l'université et puis revenir avec ses parents dans leur magasin. Et c'est au Sénégal qu'elle avait un tout petit peu de liberté, qu'elle se lâchait un peu, qu'elle allait en boîte. Donc j'ai voulu aussi prendre le contre-pied des clichés. Parce que quand généralement on va en Europe, les gens pensent qu'on est participants, qu'on va oublier l'éducation qu'on a reçue, qu'on va aller se bouquiner avec les blancs et un peu se perdre, alors que non. Voilà. Raconte-nous un peu le personnage du boy Dakar, là, Ousmane. Enfin, Ousmane, on va dire, n'est pas le personnage principal. Je veux mettre l'accent sur Sakina. Sur Sakina. Ousmane, j'en parle, et un peu périphérique, juste pour montrer l'influence qu'il a eu sur la vie de Sakina. D'accord. Le personnage, Ousmane, c'est qui Ousmane? Alors, un boy Dakar. En tant que femme, je crois qu'on a une ou deux fois rencontré les Ousmane. Hein? Il y a tout perturbé. Tout perturbé dans nos vies, qui nous rendent folles parce qu'on est amoureux. Ousmane, c'est le boy Dakar typique qui s'habille à la dernière mode, qui touche des magazines de mode parisiens, qui n'est jamais allé à Paris. Donc, son rêve, c'était d'aller en France pour aller découvrir la Tour Eiffel, se former dans les cafés parisiens et être in. Donc, Sakina sera sa plus aux odeurs. Je pense que c'est avec elle qu'il atteindra vraiment le point d'une installation sociale. Et moi, je pense que les parents de Sakina aussi ont été un peu naïfs. Ils auraient dû peut-être parler à Sakina, donc voilà, donc c'est ce qui m'a un peu manqué, quoi, la responsabilité qu'a eu les parents. Alors c'est peut-être là l'occasion de dire que l'éducation ne fait pas tout. Quand on éduque son enfant, on pense qu'on a éduqué selon les codes, qu'il ne les transgressera pas. Parce que Sakina, quand elle était en France, elle avait vraiment une vie bien rangée. Ses parents l'avaient sous leur emprise, donc pour eux, il était impensable qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Parce que dans le livre, il y a une scène où une altercation entre la mère et la fille. Donc elle, vraiment, elle était dépassée. Elle disait, mais vraiment, ma fille, elle est perdue. Donc là, peut-être les parents ont été uniques, ils ont été un peu laxistes. C'est vrai, ils auraient dû avoir beaucoup plus de problèmes. Et vous fréquentez l'Institut français, Oui. et je ne sais pas, une boîte ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être qu'il y a une petite histoire de vous dans le livre, je sais pas. Non, pourtant il n'y a rien de moi dans le livre, hein, à part les ouvrages dont j'ai parlé que j'aime bien. Mais le plateau, vraiment, j'y ai passé 15 années de ma vie avant de déménager. Donc, je vais dire que le plateau, et là, j'allais à l'Immaculée Conception, mon école. Et ensuite, les mercredis et les samedis, j'allais à la bibliothèque de l'Institut français. Donc, c'est là vraiment que je lisais des après-midi entières. Pas avec vous choisir votre grand-père pour préfacer le roman. C'était pour. Est-ce qu'après, vous avez dit, ah non, ça, il ne fallait pas l'écrire. Derrière les coulisses, là, qu'est-ce qu'il y a eu de négatif? Derrière les coulisses. De négatif. Je dirais rien. Alors pourquoi je l'ai choisi pour la préface? Pour moi, cela allait de soi. Parce que au-delà du fait qu'on soit apparenté, c'est une personne vraiment qui m'influence énormément pour sa carrière déjà, sa carrière d'homme d'État, ainsi que mon autre grand-père, Abdoulaye Elimankan, qui sont des modèles et des références. Et littéralement aussi, on a vu avec 2 ouvrages seulement, et partout où je vais, pas plus tard qu'au Salon du Livre à Paris, on parlait de lui. Donc je crois que l'aventure en lui est dans une moindre mesure les gars du temps, sont des ouvrages qui traversent les générations, et je pense que jusqu'à la fin des temps, on en parlera. Donc c'est pour ça que j'ai choisi pour notre page. On les appelle le destin. Ce même destin qui se révélait fort cruel, et ça, Sakina me l'a trop bien compris. Elle qui avait la vie devant elle, un avenir doré qui se profilait, a laissé passer tout cela. Au nom de quoi? De l'amour. Ce sentiment qui, tel un ouragan, balaye tout sur son passage, et avant que vous n'ayez compris ce qui vous arrive, vous laisse à terre et continue son chemin. Elle se mit à songer à son pauvre père, mais aussi à sa mère, la pieuse Mariam, qu'elle ne reverrait sans doute plus, à Bousso et Salamata, ses cousines bien-aimées.
et surtout à sa petite Aïssata, fruit de ses amours avec Ousmane. Ousmane. Rien qu'à son souvenir, Sakina sentit 2 grosses larmes rouler le long de ses joues, pour venir s'écraser dans les replis du manteau informe qui constituait désormais l'unique pièce de sa garde-robe. Errant dans les rues de Dakar, elle eut un accès de mélancolie, au souvenir de sa jeunesse dorée à Paris, à toutes les possibilités qui s'étaient offertes à elle, mais qu'elle avait une bichonnette réduite à néant. Alors le livre commence par la fin, le destin cruel. On voit le destin qui a été celui de Sakina vers la fin. Elle est atteinte de démence, elle erre dans les rues de Dakar, elle a des souvenirs par fragments, elle regrette. Triste. Ouais. Le rôle des cousines. Bon, au début je comprenais, mais après à la fin il fallait vraiment qu'elle... Alors, les cousines, on va dire, c'est elles qui l'ont précipité dans la vie, c'est elles qui l'ont mise quasiment dans les bras d'Ousmane. Parce qu'elle décidait, elle ne voulait pas, mais elle nous dit, vas-y, fonce. Et puis après, on a vu ce qui est arrivé. C'est ça. Alors, un film, pourquoi pas? Mais une suite, oui, je pense. Mais pour l'instant, je crois que je voudrais peut-être affûter un peu plus ma plume et m'orienter vers d'autres projets avant d'écrire une suite. Ok. J'ai envie de vous poser une question, et ça me tient à cœur. Quelle conception avez-vous de la vie? Quelle question? Quelle conception j'ai de l'amour? Alors, la communion de 2 êtres qui partagent un même idéal, qui regardent vers la même direction et qui sont amenés à cheminer ensemble. Autre chose? Ok. Bonsoir tout le monde. Je suis agréablement surpris de voir qu'il y a du monde pour un roman qui a été publié en 2014. Ça veut dire que je ne suis pas le seul à avoir apprécié le contenu. Et je vais vous lire la note que j'en ai fait, une note de lecture. Alors, Le Malheur de vivre a été publié en 2014 chez l'Harmattan, comme vous le savez tous. Le roman de Neifa Toukan court exactement sur 167 pages, au long desquelles il est question d'amour, de trahison, d'immigration, de culture, de tradition. Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés à travers ce roman. Mais en une phrase, cette œuvre de la romancière sénégalaise est une histoire d'amour qui finit mal. Et c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, le roman débute par la fin, comme elle vient de le dire. Le personnage principal, Sakina Ba, est perdu dans ses méditations. Elle ressasse sa vie et ses erreurs. Elle, qui avait la vie devant elle, un avenir doré qui se profilait, écrit l'auteur. Le début de cette histoire, dont la fin nous est livrée d'entrée, remonte à 1980. Le jeune homme, originaire d'un village de l'ouest sénégalais, c'est de l'ouest, c'est pas de l'est, c'est de l'ouest. Tout à l'heure on a dit est. De l'ouest sénégalais, n'avait pas pu obtenir son CEP et avait rejoint la capitale pour s'extirper des difficultés qui s'annonçaient à lui. Il est donc gardé dans un immeuble situé en centre-ville au moment de sa rencontre avec Sakina. À la page 25, Neifa Toukan raconte l'instant précis de leur première rencontre, avec un pantalon pas cigarette à la dernière mode, le tout complété par des chaussures Weston, que les garçons considéraient comme le saumon de l'élégance. Mais très vite, ils se revoient au détour d'une promenade dans le centre-ville. Sakina et ses acolytes de cousine passent devant l'immeuble dans lequel Ousmane travaille. Ce dernier invite les jeunes femmes à une nouvelle soirée dans la boîte de nuit où ils se sont rencontrés. Le dernier rendez-vous se tient. Sakina et Ousmane se rapprochent et échangent même leur premier baiser. Alors, un bon manipulateur, dans son vil amour du game, Ousmane soigne son apparence physique et morale et finit, parce que finalement, excusez-moi, le père il dit finalement, tu fais venir Ousmane ici, il faut que je parle à Ousmane, il faut que je le voie. Parce qu'il finit par se rivaliser, il se dit, bon, il faut bien qu'on trouve une solution. Donc, il décide de voir Ousmane. Alors, Ousmane, il soigne son apparence physique et morale, et finit par convaincre le vieux Amadou, qui n'hésite donc pas à lui accorder la main de sa fille unique. Plus tard, on comprendra que c'est là le déclic du roman. C'est un seigneur de sûreté du taxi qui filait droit vers l'aéroport.
Ousmane échafaudait des plans d'avenir sans se soucier de la famille décimée qui laissait derrière lui. À son réveil, Sakina chercha instinctivement la petite bouteille en plastique qu'elle plaçait au pied de son lit. Buvant goulûment, elle regarda autour d'elle, ne voyant pas Ousmane, elle se mit à le chercher dans tout l'appartement, le trace de son épouse et encore moins de sa fille. Excusez-moi. Alors, c'est donc ainsi que se termine le roman de Neifa Toukan. Un livre poignant, émouvant. Le roman est digeste, c'est plaisant à lire tant par la richesse du vocabulaire que de la syntaxe, et aussi par le style direct que l'auteur emploie. Et la promesse qui est faite dans la préface, celle d'une écriture efficace, débrouillée, limpide et élégante, est bel et bien tenue. D'attaque, l'œuvre est sulfureuse, mais au-delà de cette histoire qui se termine à la limite de la tragédie, c'est aussi le talent de la romancière qu'il faut saluer, parce qu'elle garde un certain suspense tout au long de son roman, malgré que l'issue est connue. C'est-à-dire on vous lit l'issue, mais au fil du roman, vous êtes, la curiosité elle est là, vous êtes curieux de savoir mais pourquoi, comment, c'est du talent. Alors, NFK étale toute la richesse de la culture poulard. Il y a des emprunts dont on parlait, des emprunts de la langue, je trouve ça bien à chaque fois que je lis vraiment pareil. Et en même temps, toute la richesse de sa culture, tout court. Ce roman est une peinture des traditions, c'est un témoignage de l'habitus et du substrat social de cette époque. On se doute que cela n'émane pas que de l'imagination de l'auteur. Alors, parce qu'il est question ici de dévotion, du courage des femmes, dans ce roman, de fraternité, de famille. Mais néanmoins, ligne après ligne, on se rend aussi compte que Dakar n'a pas vraiment changé dans les habitudes de sa jeunesse et de ses gens. Je prends l'exemple, par exemple, de Sakina qui guette que ses parents sont endormis pour sortir et aller en boîte. C'est des choses qu'on continue à faire. Mais moins en moins. Hein. On continue à le faire. C'est pas que Dakar. Et voilà. Et la romancière nous plonge ou nous replonge à l'époque du fun. Merci de votre attention. Voilà, vraiment, nous sommes bon. Merci. Alors, mais par contre, j'ai lu la préface, j'ai relu la préface, je l'ai lu 3 fois. Et ce qui m'a marqué en fait, c'est le fait qu'on vous demande de proposer une suite. Proposer une suite au roman, et vous avez dit que vous pensez peut-être plus tard le faire. Moi, je vous demande pourquoi, et en même temps je donne mon avis. Moi je pense par exemple qu'une suite cacherait l'histoire, parce que la vie n'est pas toujours rose. Donc vous pouvez revenir à l'écoute sur le pourquoi, qui pourrait vous motiver à une suite à ce roman. Merci. Quelle belle note de lecture, encore une fois, parce qu'il donne des axes que je n'avais pas vus dans le livre lors de son écriture. Alors, pour la question de la suite, j'y pense, hein, mais peut-être pas. Et comme tu l'as si bien dit, peut-être ça gâcherait le plaisir de lecture. Et c'est bien de laisser un peu le lecteur s'imaginer la fin, s'approprier le livre. Et je crois que chaque lecteur s'approprie l'histoire à sa façon. Parce qu'en l'écoutant, il a réécrit le livre, disséqué séquence par séquence. Et chaque fois que je rencontre un lecteur, il me donne de nouvelles pistes de réflexion, il me dit des choses qu'il a vues dans le livre que je n'avais pas vues dans son écriture. Donc la suite, peut-être qu'elle arrivera dans quelques années, ou peut-être pas. Là, pour l'instant, j'y pense. Oui, j'ai très chaleureusement accepté de faire la préface. Quand j'ai lu le manuscrit de Neifa Toukan, parce que elle raconte une partie du destin qui nous est arrivé à nous tous, qui est d'avoir émigré de l'Afrique noire, en l'occurrence du pays tout couleur, vers le monde volant, en l'occurrence
la France. Et au bout de quelques temps, se posait la question du choix. Je trouve que l'émigration des Halpula, on a demandé tout à l'heure quelle différence il y avait entre Halpula et Toucouleur. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a des historiens qui parmi nous peuvent vous dire cela. Ce que je sais, c'est que ce sont les habitants d'une province du nord du Sénégal, le long de la vallée du fleuve, dont le pays a porté le nom de Tékourou. Tékourou, qui était un royaume qui faisait partie de l'Empire du Ghana. Est-ce que Toucouleur est dérivé de Tékourou? C'est possible. En tout cas, Toucouleur et Halpula désignent la même ethnie qui est celle donc des gens qui habitent cette région du Sénégal. Quand je réfléchis à ce qui se passe avec les anciens colonisés, dans leur relation post-coloniale avec le colonisateur, je pense que les Halpula font partie de ceux qui ont le mieux résisté quand ils ont émigré. On a aujourd'hui des communautés de Halpula en France, en particulier dans le nord de la France, où ce sont des générations. Avant, c'était les ouvriers dans les usines automobiles, etc., qui allaient pour travailler et qui rentraient chez eux. Et ensuite, ils ont commencé à se stabiliser là-bas. Ils ont fait venir leurs parents et leurs familles. J'ai trouvé qu'ils ont su conserver leur culture, leur lien de parenté, l'éducation qu'ils donnaient à leurs enfants, et ainsi de suite. Et le roman de Nébraton est un peu un témoignage de ça. J'ai une très grande admiration pour les parents, et ils ne sont pas exceptionnels. Parmi les parents auxquels j'ai pensé parmi les émigrés du fleuve Sénégal. Et le défaut qui a fait que l'existence de la fille s'est mal terminée ne provient pas de la fille, ni du défaut d'éducation qu'elle aurait reçu de la part de ses parents. Il ne provient même pas de l'influence néfaste, disons, de l'Occident. Il provient d'un personnage qui est celui de Ousmane. On ne peut pas dire qu'Ousmane soit un représentant de la culture occidentale. On ne peut pas dire qu'il soit un représentant de la culture Halpula. C'est un hybride. Et c'est dans cela que ça a été un danger, malheureusement, pour l'héroïne de se trouver sur son chemin. Mais quand on réfléchit à ce que sont devenus les enfants des immigrés des anciennes colonies en Europe, et notamment en France, je trouve que les immigrés venus d'Afrique noire, et notamment du pays Halpula, sont parmi ceux qui s'en sortent le mieux. Pour ne pas parler des fils d'anciens émigrés arabes, nord-africains, etc., qui constituent aujourd'hui un grand nombre des gens qui sont révoltés, une révolte violente, haineuse contre le monde occidental.
Je voudrais féliciter Ndeye Fatou de son travail, la qualité de son écriture et ce qu'elle a écrit sur un avenir possible pour ceux qui, étant issus de sociétés traditionnelles, peuvent parfaitement garder l'essentiel des valeurs de cette société traditionnelle et s'ouvrir malgré tout aux autres, notamment la culture occidentale. Merci. Dans la tradition, il nous arrive de dire que lorsque l'aîné a parlé, nous n'avons plus le droit de prendre la parole. Et s'agissant de Cheikh Hamidou Kane, j'ai 1000 raisons de le dire et de le penser. Et du point de vue de ce que nous venons d'entendre, je vais d'abord vous féliciter les unes et les autres pour vos prestations respectives qui ont permis d'éclairer les livres de Ndeye Fatou, et la féliciter elle-même, à la fois parce que nous sommes très fiers dans la famille d'avoir des femmes d'entreprise. Elle n'est pas là ce soir, mais une des filles de Cheikh Hamidou, je l'appelle la cheftaine d'entreprise de la famille, parce qu'elle est très entreprenante. Et Ndeye Fatou, tu as une petite sœur, c'est Célie, qui a écrit récemment un livre de poèmes que Cheikh Hamidou a également préfacé. Nous sommes très fiers d'avoir ces jeunes femmes et jeunes filles dans la famille qui écrivent. Et puis, le premier roman, c'est quelque chose de bien écrit et surtout à la fois le thème central et la conduite de l'intrigue montre bien qu'elle essaie, comme nous tous, de marcher dans les pas de Cheikh Hamidou Kane. En matière d'écriture, il y a toujours une part de singularité. Une véritable œuvre n'est comparable à aucune autre. Et en même temps, tous les écrivains honnêtes vous diront qu'ils ont été influencés par tel ou tel. Alors, imaginez que lorsque l'aventure ambiguë a été publiée, j'étais en classe terminale et on nous avait donné un livre, un exemplaire entre cousins et pour le lire à tir de tour de rôle. Et nous avons failli venir aux mains parce que chacun était pressé d'avoir. Lorsqu'il est arrivé entre mes mains, la couverture commençait, qui est blanche, commençait à prendre quelques couleurs un peu sombres. Et je dois dire que, justement, Cheikh Hamidou aborde un thème qui est pour nous, Africains, pratiquement inépuisable, ou en tout cas indépassable. Et de ce point de vue-là, les Fatou aussi marchent dans les pas des gens. Je vais rebondir sur tout couleur ou Alpulaar. Elle a donné la première réponse. Alpulaar, c'est ceux qui parlent Pulaar. Comme ça se dit dans beaucoup de nos langues, on dit Wolof Njaay nee na. Ah bien, les Alpulaar, on dit Allo Pulaar Mbi. Ceux qui parlent Pulaar disent que c'est des dictons, des proverbes qui reflètent une pensée profonde, une sagesse extrêmement profonde. Alors, Alpulaar, c'est donc ça. Tout couleur, Cheikh Hamidou vient de donner l'explication, la seule que je connaisse, mais je sais que mes parents sérères nous plaisantent à propos de cette appellation tout couleur, entendue au sens de multitude de couleurs. Moi, je ne serais même pas contre cela, mais je l'expliquerai de la manière suivante. Ça signifierait que cette société Alpulaar est une société un peu multiculturelle. Ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est quand même une vallée. Et c'était un grand carrefour. Et cela se confirme du point de vue de l'histoire. Vous savez, les Sérères, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un Sérère que tout le monde connaît pour sa sérénité et son sérieux, il s'appelle Henri Grand-Grand, un missionnaire catholique qui a vécu à Hambourg particulièrement, sur les Sérères. Il dit donc qu'ils sont partis de la vallée du fleuve. Bon, les
les explications sont nombreuses, pourquoi sont-ils partis. Certains pensent que c'était pour fuir l'islam, mais si c'était pour fuir l'islam, ils ont bien été rattrapés à la fois par l'islam et le christianisme. Mais il y a des vestiges qui confirment bien qu'ils ont vécu dans la vallée du fleuve à côté, dans mon village. Et celui de Cheikh Hamidou aussi, il s'appelle Tébégout. Je reviendrai sur Tébégout. Il y a une espèce de monticule où on trouve des vestiges de tessons de Canaries. Et tout le monde répète que c'est parce que l'habitat sérère avait été là pendant longtemps qu'il est parti. Le village de Salvé, qui est notre village commun, porte un autre nom, c'est Tébégout. Et un historien de chez nous, Haroun Rassouli, qui est du village, a expliqué que Tébégout, c'était un nom sérère. C'est Taïba Gouy. Il a été déformé. Donc c'est un ancien village sérère dont les Sérères sont partis et que les Toucouleurs ont récupéré. J'ajoute justement à cette image un peu chahutée des multiculturels, c'est parce qu'effectivement, quand vous prenez la langue poulard elle-même, je me suis amusé à voir comment elle est composée. Les linguistes ont montré qu'il y a 42% de termes nucléaires communs entre le Sérère et le Wolof. C'est quand même pas mal. Il y a des termes communs entre le Wolof et le Poulard, alors qu'un Wolof strict et un Poulard strict ne se comprennent pas. Il y a des termes arabes à profusion. Il y a même des termes que je croyais être strictement Poulard, mais qui sont d'origine soninké. Et pour les soninké, ce n'est pas étonnant, ce sont nos voisins. Et d'origine mandingue aussi, etc. Alors ce caractère hybride de la langue est certainement valable aussi pour d'autres langues. J'ai même tendance à dire que dans le fond, toutes les cultures et toutes les langues sont hybrides. Ce qui est dangereux, c'est de vouloir chercher une pureté absolue. Mais je me répète d'ajouter que une fois qu'on a dit cela, il faut absolument trouver un point d'équilibre pour savoir qui on est, pour répondre à la question qui suis-je. Eh bien, ce point d'équilibre, c'est toujours quelque chose qui procède de ce que vous appelez un substrat. Il y a là quelque chose, un fond de la culture dont nous nous réclamons, que nous voulons cultiver, qui est donc le socle sur lequel les autres éléments viennent s'adosser pour que nous ayons un point d'équilibre. Je résumerai cela en rappelant une belle formule du président Senghor: assimiler et non être assimilé. Et pour y arriver, il faut toujours ce point d'équilibre, ce socle, c'est la langue. Je crois que le point de socle le plus solide, c'est la langue. À la langue vient s'agglutiner un certain nombre d'éléments culturels. Mais le fond de cette histoire, comme toute littérature véritable, parle de la vie, parle des aspects de la vie, du vécu les plus importants. Alors, ce suicide lui-même, cette perte, cet aspect tragique de l'histoire, nous ramène à une seule chose, c'est qu'il faut donner un sens à la vie pour ne pas commettre justement l'acte irréparable. Quand on va jusque-là, c'est qu'on cesse d'avoir des raisons de vivre. Et c'est pour cela que justement, il faut apprendre à donner un sens à la vie. Je crois que c'est comme ça aussi qu'on peut interpréter le roman de Neifat. Félicitations et bonne continuation. Nous attendons d'autres romans. Attentivement, parce que c'est des aînés à moi, c'est des responsables à moi. Je vais donner un petit sentiment. C'est les Toucouleurs et les autres. Je suis de ceux qui sont convaincus qu'ils sont indissociables. Si on regarde le volet, on se rend compte que c'est vrai qu'il y a des points pour entraîner des points d'arachide, mais in fine, on se rend compte que c'est la même orientation. En tout cas, moi, c'est ma très profonde conviction. Et ce qui l'illustre est d'autant plus vrai que mon père est Baoudi, ma mère est Terre Salut, les deux parents. Donc, j'ai réglé la question du mécanisme et de la croyance. Je suis de ceux qui suggèrent aussi
véritablement, c'est un aspect d'avenir. Je le crois très sincèrement. Il est vrai que je viens d'arriver, et puis j'ai trouvé deux de mes responsables, Jaline, les récits qu'ils ont dit. Et ça viendra certainement davantage m'enrichir et au-delà de moi de notre ami. Je ne dis pas la fille c'est à la maison. Je vous remercie. Et moi, je tiens à faire un témoignage quand même, parce que le plateau qui est décrit, que Ndeye Fatou Kane décrit dans son livre, et cela montre le talent qu'elle a. Ce n'est pas un plateau qu'elle a vécu. C'est vrai que moi j'ai vécu au plateau, et c'est le plateau de ma génération. Et quand on parcourt le livre, on a l'impression qu'on est replongé dans ce plateau du début des années 80, où les jeunes faisaient la navette entre l'Allo Club, le Saint-Germain, le Niani, etc. Et de la manière dont il parle du plateau, on sait que quelqu'un qui n'a pas de talent ne peut pas se plonger dans cet univers-là parce qu'elle ne l'a pas vécu. Elle est très jeune, elle n'a pas vécu ce temps-là. Et elle a su quand même camper son histoire dans cette ambiance-là, dans cette ambiance du plateau des années 80, en présentant des personnes dans le style vestimentaire. Aucun détail n'est laissé en arabe. Le style vestimentaire, les chaussures, les westerns. Et donc tout est là-dedans. Et donc ça montre que c'est un travail qui a été fouillé parce que rien n'a été laissé au hasard. C'est vraiment, ça montre qu'elle a un talent et c'est un projet d'écriture qui a été bien mûri. En tout cas, moi je la félicite. Peut-être aussi, il y a une question, et c'est heureux que le professeur Eliman Kane et le doyen Cheikh Hamidou Kane, le professeur Eliman Kane qui est mon patron à la ville de Dakar, parce que je travaille avec lui en étant élément de la direction de la culture. C'est lui qui nous oriente dans tout ce que nous faisons comme politique culturelle à la ville. Le doyen Cheikh Hamidou Kane qui a été quand même, nous sommes tous des Africains, mais il y a une interrogation ontologique qu'on a eue à partir de son œuvre, L'aventure ambiguë. Ça nous a fait qu'aujourd'hui, Ndeye Fatou Kane et moi, nous discutons beaucoup sur la toile. C'est parce que quelque part, nous avons une identité africaine que nous projetons en discutant avec le reste du monde à travers les réseaux sociaux, etc. Donc je dis quelque part que le doyen Cheikh Hamidou Kane a été, pour moi personnellement, quelqu'un qui m'a formaté, qui a fait que je peux, à partir de l'aventure de Samba Diallo, m'interroger sur mon ontologie nègre, mais en même temps discuter avec le reste du monde, sans prosélytisme ni militantisme. Je dis simplement que je suis africain et je parle au reste du monde en tant qu'Africain. Ça, c'est un hommage que je tenais à faire en sa présence parce qu'il est rare que j'ai l'occasion de le rencontrer. Et aujourd'hui, j'ai peut-être cette occasion-là et je ne me priverai pas de lui rendre hommage. Pour en revenir à Ndeye Fatou, vraiment, je t'encourage dans cette voie-là parce que c'est un roman et vous avez bien fait de dire que bon, le projet de reprise du roman n'est pas tellement vous y tenez, vous n'y tenez pas, mais en vérité, ce qu'il faut éviter, c'est d'infantiliser le lecteur. Laissez le lecteur avec ses choix, laissez le lecteur avec ses compréhensions. Moi, je crois que vous avez d'autres projets aussi parce qu'il faut montrer la diversité de la palette de ton style. Vous parlez comme les plasticiens, il faut montrer la diversité de ta palette, travailler à autre chose aussi, une fois que ce roman est terminé, parce que ça a été un défi. Vous avez relevé ce défi, malgré le fait que le livre-là est sorti il y a 3 ans, mais cette salle est remplie. Ça veut dire que ça intéresse, ce livre-là intéresse ceux qui sont là. D'abord, je vais vous féliciter parce que ce n'est pas évident d'écrire un roman et de le publier, mais aussi de l'écrire d'une belle manière. Je pense que vous avez écrit un grand roman. Peut-être je ne vais pas vous jeter des fleurs, mais c'est mon appréciation.
Je trouve votre style très simple. Si je compare avec le style de Cheikh Amadou Kane, qui a été très difficile pour moi, la compréhension du roman de Cheikh Amadou Kane a été très difficile pour moi par rapport à votre roman que j'ai lu en un seul trait et j'ai compris. Et j'ai pensé que votre style rime avec l'esprit de Sakina, l'esprit simple, la naïveté de Sakina, mais aussi avec vous, l'écrivain que vous êtes, l'influence que vos grands maîtres, chez Amadou Kane, Amadou Sofal et autres, ont ancré chez vous. Il y a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas être bavard, mais c'est un roman très 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 intéressant qui me rappelle les contes nocturnes, les évitations, les mises en garde que les mères font aux jeunes filles. Merci beaucoup. Et en plus, pour le style, on va dire que j'ai été grandement influencée par cette première génération, on va dire, d'écrivains. Aminata Sofal, Mariam Maba et Amadou Kourouma sont vraiment mes maîtres à penser. Surtout Kourouma pour son style qui a déconstruit le français. Kourouma, je pense que son style est inimitable. Comme il le disait, il a planté une case dans la cour de Molière, en mettant des expressions en maïké, en écrivant des phrases sans que de tête. Mais quand on le lit, on sait que là, c'est un œuvre. Lui qui nous a appris à lier le bois au bois et qui nous a appris surtout à nous questionner sur ce que nous avons appris. Est-ce que ça valait ce que nous avons oublié? Et ce questionnement plus tard est revenu encore, cette fois-ci sous la houlette d'un autre homme, qui est Abdoulaye Edimankan, qui était mon professeur de philo au lycée Blaise Diagne, et qui nous a appris le questionnement permanent. Il s'en rappelle. Et je crois que ces notions de circularité qu'il avait dans la classe, de mettre les bancs, les chaises autour d'une table, et que tout le monde était à ce niveau-là, et où le savoir circulait dans ce sens, justement, de la circularité, montrait ô combien l'homme était un sage et combien l'homme savait transmettre. Et au-delà de ça, ce que je perçois dans la dimension justement de celle que je vois aujourd'hui, donc je vois à travers Facebook très souvent, et effectivement, c'est ça, c'est ça, parce que je vis en France depuis 43 ans et j'y vis encore. Je fais toujours les va-et-vient entre Yembol et la France. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, dans une œuvre, dans un roman, dans un recueil de poèmes, dans une nouvelle, etc., c'est ce qu'on appelle la littéralité du texte. La littéralité du texte, c'est justement cette chose assez, quelquefois même difficile à dire, mais qu'on doit percevoir dans un texte et qui est l'ensemble de ce que c'est que l'écriture donne, ce que la scansion, le rythme, la musicalité et toutes les images qui constituent la magie. J'avais un professeur qui disait quand on a à dire, il ne faut jamais oublier que l'anagramme du mot image, c'est magie. Et effectivement, c'est cela, c'est la structuration du récit. Et c'est ça qui a cette dimension, qui donne cette dimension au personnage qu'elle a su si bien sculpter. Hein? Et chaque personnage est important. Chaque personnage traîne son destin, qu'il soit un destin honni, un destin maudit ou un destin absolument rempli de bienfaits. Et ce qui est extraordinaire dans cette aventure, c'est que j'ai tendance à dire que l'écriture est aussi bien une souffrance, il ne faut jamais oublier ça. Que l'écriture c'est du bonheur, c'est vrai, mais c'est aussi de la souffrance. Et justement, et pour terminer, je termine là, c'est qu'elle a su, à mon avis, passer d'une écriture d'aventure avec des personnages à une très belle aventure d'écriture qui donne ce livre. Merci beaucoup. L'autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est-à-dire la question qu'on a posée au début, c'est-à-dire les couleurs et Alpha. Il y a Amadou Amadeba qui a fait une étude pour montrer que ce n'était pas une ethnie, c'est-à-dire un groupe homogène, essayer de démontrer que le métissage, tout ça. Il y a aussi Cheikh Anta Diop, à travers son ouvrage L'Afrique anti-sous-coloniale de France, qui a essayé de démontrer que
que le groupe des couleurs venait du Nil. C'est là où il démontre, c'est-à-dire les couleurs, les Peuls, il y a aussi les Laobés, avec les noms, tout ça, les correspondances entre les noms de couleurs et tout ça. Donc, ce qui veut dire que c'est une étude c'est une question qui vient toujours et qui reste actuelle quand même. À travers le livre, moi, j'apprécie vraiment, je peux dire, qu'est-ce que je veux dire je peux dire que Ndeye Fatou Kane nous a montré comment, c'est-à-dire cette force qui existe sur le destin de Sakina, ce qui a posé, c'est-à-dire l'influence qu'a eu Ousmane Kane, je peux dire, Ousmane Kane, Maintenant, après, je peux dire que la profondeur de la culture Alpulaar a été intéressante et ça m'a permis vraiment de discuter avec les autres sur la profondeur littéraire et tout ça, quoi. Vraiment, j'apprécie et je vous en félicite et on attend la suite et les autres projets. Et moi, je pense que le meilleur hommage aujourd'hui, c'est que juste après, moi, je vais acheter son livre. Merci. Chacun à le faire. Je pense que c'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre et l'encourager très sincèrement à continuer à produire des œuvres de qualité. Comme celui-ci, je l'espère, moi, les notes de lecture m'ont encouragé. Honnêtement, je n'ai jamais lu. Et d'après ce que j'en ai entendu, ça me motive vraiment à y aller. Tout ce que je vais le faire, j'invite tout le temps chacun à le faire. Ceci dit, je vais aller droit au but par rapport à la question. C'était par rapport à la lecture conservatrice. C'est-à-dire que tout au long de ce livre, on voit une sorte de lecture ethnocentrique qui mise beaucoup plus sur l'aspect Alpulaar, Kane, beaucoup plus inspiré de la famille. Et ce qui fait que là, on est obligé de partir on parle d'abord des sujets qui sont très actuels, c'est-à-dire l'immigration. D'un point de vue, on part sur l'Afrique noire. Alors l'Afrique noire, il faudra partir vers l'Afrique de l'Ouest, Sénégal. Ensuite, Sénégal, on va beaucoup plus zoomer pour aller vers le nord. Ensuite, je pense que c'est très communautariste. La question que ça c'est bon. Comme je l'ai dit, vraiment, je n'ai pas encore lu. C'est juste par rapport aux différents échanges et c'est ma lecture personnelle. Est-ce que ce plaidoyer d'ordre communautariste et avec toutes ces questions que cela pose, je parle bien entendu du point de vue de l'Occident, avec tous ces enjeux-là qui sont actuels, qui sont futurs, avec des problèmes, disons, d'assimilation que rencontrent ces sociétés occidentales avec cette immigration-là, qui est beaucoup. Est-ce que vous ne pensez pas que voilà, ça puisse poser un problème? Bon, bien entendu, vous allez me donner des éclaircissements là-dessus. Et la dernière question, c'est par rapport à Sakina. Ma question est simple. Qu'est-ce qui aurait pu sauver Sakina? Parce que moi, je lui trouve beaucoup de courage. En un mot, elle est morte par amour. Et cyniquement, je dirais, elle est morte pour ses idées. Elle n'est pas morte, hein? Non, façon de parler, en fait. J'ai bien mis morte entre guillemets. Parce que je me dis que des Ousmane et des Ousmane, on en trouve tous les jours à Dakar et dans tous les pays. Bon, voilà, je me dis que c'est le monde entre guillemets. Il y a des requins, il y a des loups bergers, il y a des... Merci. Je suis Alpulaar. Peut-être l'éloignement, dire la distanciation qu'il y a eu durant la décennie que j'ai vécue en France, a fait que j'étais plus imprégnée de ma culture Alpulaar. C'est curieux, mais quand j'étais là, avant de partir, je parlais plus français que Wolof ou Pulaar. Mais il a fallu que je parte pour effectuer une sorte de retour en arrière. Et mes cousins et mes cousines que j'ai trouvés en France étaient même plus imprégnés de leur culture Pulaar que moi. Ils parlaient du plat, ils mangeaient du latin-taco tous les vendredis, ils dégustaient du balouin. Donc moi qui venais du Sénégal, qui avait vécu 20 ans de ma vie au Sénégal, c'était un petit peu largué. Donc j'ai effectué une sorte de retour en arrière pour questionner, m'imprégner et aussi beaucoup lire sur ma culture. Donc c'est peut-être ça qui a fait que inconsciemment, quand j'ai écrit ce livre, j'ai eu envie de parler de ce Fouta que je n'ai pas connu. Mais loin de moi l'idée de faire dans le communautarisme parce qu'on sait que maintenant les questions d'identité sont très sensibles. Mais je crois qu'il est important à un moment donné de savoir qui l'on est et d'où l'on vient. Alors, pour l'autre question, qu'est-ce qui aurait pu sauver Sakina? Je vous repose la question, vous lecteur, parce que moi j'ai écrit la façon dont je voyais sa vie et la façon dont elle a fini. Mais après lecture, je crois qu'on devrait en reparler.
On parle d'énormément de transport. J'ai feuilleté le livre rapidement, je vois que des départs, des arrivées sur chaque page. Donc c'est exactement toi. Et les années 80, je connais la musique que tu écoutes. C'est exactement cette musique-là. Peut-être que tu es nostalgique ou tu as vécu dans cette... peut-être que tu es une devenante. Mais ma question, c'était pour te saluer un petit peu et te féliciter. Maintenant, la question, c'est, je te connais féministe. Je te crois féministe. Est-ce que tu... Son t-shirt. Oui, justement. Maintenant, tout le monde le sait. Est-ce que tu inscris ce livre-là dans ton combat féministe ou c'est juste de la littérature qui n'a rien à voir avec ton engagement personnel? Mon père est là. Donc peut-être que j'aurais dû naître 10 ans avant, parce que je suis une petite vieille. Et je crois que c'est un peu la faute de mon père qui m'a très tôt influencée, qui m'a fait écouter la musique qu'il écoutait, qui m'a fait lire les livres qu'il aimait. Donc dans ma tête déjà j'avais 10 ans de plus. Donc c'est peut-être ça qui a fait que le livre s'inscrit dans les années 80. Et je suis née un peu née vers la fin. Pour parler du féminisme, hein, donc je convoquerai une citation de Maria Amba que j'aime bien, qui dit que si s'inspirer du combat des femmes, si prendre parti pour elle et du féminisme, alors je suis féministe. Mais le féminisme est un terme qui revêt une connotation péjorative de nos jours. Parce que quand on dit féministe, automatiquement les gens disent c'est une femme frustrée, qui n'est pas mariée, qui peine à trouver un mari. Alors que c'est beaucoup plus que ça. Les femmes se battent et sont toujours battues. Si je prends l'exemple de deux femmes que j'aime beaucoup, Aminata Sofal et Maria Amba, qui sont pour moi, au-delà d'être des femmes de l'Est, des femmes tout court, qui ont osé prendre la plume à un moment où ce n'était pas très évident, parce que les femmes étaient cantonnées, enfin les hommes étaient devant et les femmes dans l'arrière-cour à faire, à manger et à garder les enfants. Mais on a vu ce qu'elles ont fait, tout cela. Donc être féministe, je dirais oui, si c'est prendre le combat que mes tantes et grand-mères ont fait pour le porter à mon tour. Alors, le roman n'a aucune connotation féministe. Hein. Enfin, en l'écrivant, je ne pensais pas du tout à cela. J'ai une admiration, mais sans borne, pour Ndeye Fatou. Alors que la première fois qu'on s'est vu, elle est venue me dire ça, elle-même, pour moi. Mais moi, je vais dire publiquement pourquoi j'ai une admiration sans borne pour elle. Ils sont rares, les écrivains. Nous sommes tous, Abdoulaye Elman-Khan, mon doyen, mon ami, notre amitié a commencé chez un fleuriste, n'est-ce pas? Hein? Le jour de la Saint-Valentin. Ça y est. Mais on emmenait les fleurs à nos épouses respectives. C'était pour faire plaisir. Alors, les femmes ont une générosité qui est rare chez les écrivains, qui sont tous un peu des critiques. Et moi, je la trouve, je la considère d'abord comme une critique. Elle passe son temps à lire, je lui demande tout le temps, mais où est-ce que tu trouves toute cette énergie? Elle le fait avec une telle générosité et un tel cœur que je l'ai surnommée la gardienne du temple. S'il y a un transfert que je fais là, mais tout le monde comprendra pourquoi, c'est du temple littéraire sénégalais qui justement manque de gardiens. Justement, parce qu'on n'écrit pas sur la littérature ici. Vous écrivez un livre, tout le monde vient vous dire des gentillesses, très peu de gens l'achètent, et puis après on oublie. On oublie. Moi, je suis plus reconnaissant aux gens qui prennent leur temps, comme le jeune Onanina, qui est là, et qui a fait un texte aussi sur mon roman, et je ne suis pas surpris de le trouver aussi généreux lui aussi devant Ndeye Fatou et à faire une note de lecture sur son travail. Parce que nous sommes dans un pays extrêmement compliqué. Il n'y a pas beaucoup de générosité, mais il y a aussi trop de considérations secondaires, etc. Si vous écrivez sur les livres, vous êtes obligé de dire voici un bon livre. Et quand vous êtes voici un bon livre, vous direz à côté voici un livre moins bon. Or, j'ai un ami, un très vieil ami, ces amis qui finissent par devenir comme des Domou Badiane, c'est Lerombe Diallo. Il a beaucoup de bon sens, contrairement à moi. Et quand on était jeune, journaliste au Cafard Libéré, moi-même j'ai fait de la critique littéraire, quand quelqu'un sortait un roman qui ne me plaisait pas, je criais dans la rédaction que j'allais faire une note, il me dit, Babsamba, arrête, tu vas faire un texte en disant que tu n'aimes pas le livre de ce gars,
toute sa famille va lui dire, mais qui le lève? Alors, si on travaille comme ça, notre littérature n'avancera pas. Or, j'ai vu cette jeune femme, cette jeune fille, cet enfant écrire que je n'aime pas ce livre-là. Moi, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et quoi? Ou sur Facebook, où les gens sont controversés. Mais heureusement, elle le fait en spécialiste, j'allais dire, et en érudit. Parce qu'elle lit les livres avant de dire je les aime. Donc, elle peut dire pourquoi je les aime. Elle lit les livres avant de dire je ne les aime pas. Donc, elle peut dire pourquoi je ne les aime pas. En ce moment, tous ces, chercheurs de poux dans la tête n'ont plus rien à dire. C'est-à-dire vraiment pour contrer ce type de choses, je crois qu'il faut bien travailler, faire du bon boulot, et puis après, maintenant, faire de la bonne critique, ça fera avancer les choses. Ce qui m'a amené ici, c'était pas de dire tout ça, je suis un peu bavard. Ce qui m'a amené ici, c'était de dire à Cheikh Hamidou Kane ce que je viens de lui dire, et de dire à Ndeye Fatou merci et mes encouragements. Salut tout d'abord à cette rencontre au cœur de la littérature. Je vous félicite de votre institut. Parce que je trouve que c'est la seule place où on peut parler de livres et j'aime ça. Alors, félicitations à Ndeye Fatou. J'ai lu le livre et j'ai beaucoup aimé, tout d'abord. J'apprécie aussi le fait que vous soyez intemporel, c'est-à-dire le fait d'écrire quelque chose qui ne soit pas pour une année ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on peut vous lire autant de fois qu'on veut pendant plusieurs années. Et c'est ce qui immortalise en général les écrivains. En tout cas, vous restez vivant dans le monde de la littérature. Alors, j'ai aussi aimé... Comme son grand-père, hein? Voilà, oui, j'en viens. Alors, l'autre chose aussi, j'ai aimé les personnages qui, même imaginaires, on a l'impression qu'ils sont vivants, qu'on peut les toucher, qu'on peut les entendre et tout ça. Et ça m'a beaucoup marqué. À un moment donné, j'ai eu envie de tenir Ousmane, de le gifler, de lui demander d'arrêter quelque chose de ce genre. Tellement c'était vrai, c'était réel. Alors là, pour terminer, j'ai une question un peu peut-être folle, je ne sais pas, j'en suis désolée. Est-ce que Sakina pourrait être la petite de Samba Diallo pour la fin, par exemple, parce que c'est une... Voilà. Alors, c'était ça la question. Donc, pour terminer, je vous félicite. C'est un très bon moment. J'en suis vraiment contente. Voilà. Merci, voilà. Je crois que l'aventure ambiguë est plus qu'un roman. Le jeune homme la poupée a dit qu'il a eu beaucoup de mal à le comprendre. Mais moi, il m'a fallu des années de lecture pour un peu saisir ne serait-ce que 2% de l'essence qui compose ce livre-là. Donc, c'est une leçon de vie. Et chaque page nous pousse à nous questionner sur l'essence même de notre présence sur Terre. Donc, c'est un peu comme un ouvrage de philosophie. Alors que moi, j'ai écrit un roman pas bien léger, qui se lit vite. Donc, on pourrait dire, oui, mais pour moi, la comparaison, peut-être dans 10, 20 ans, 30 ans, quand le malheur de vivre va traverser les générations et que mes petits-enfants, enfin, ceux-là pourront, là, on pourra en parler. En tout cas, mes félicitations. Mais je voudrais quand même poser une question, quelque chose qui m'a un peu intrigué. Hein? Donc nous les scénaristes, bon, on voit un peu parfois des choses peut-être. Voilà, ce qui m'a intrigué, c'est le personnage de Ousmane. Hein? Bon, quand le monsieur présentait le personnage, j'ai vu une certaine cohérence de Ousmane dans ses actions, hein, dans ses décisions. Mais il y a une chose la question que je pose, c'est quelque chose qui n'est pas Ousmane que vous mettez dans le livre, c'est-à-dire Ousmane qui part avec son enfant. Voilà, ça, je n'ai pas compris. Je voudrais bien que vous m'apportez une explication pour voir un peu par rapport à ce que j'avais vu comme cohérence au niveau d'Ousmane et cet acte qui est le contraire d'Ousmane, peut-être, que je pourrais dire, le fait de partir avec son enfant. Ousmane qui est quelque part très individualiste, très, voilà, et puis qui s'embarque avec de l'argent, je comprends, mais
qui va embarquer sa vie avec un enfant. Vous voyez toute la dimension que ça peut amener dans sa vie, toutes les répercussions que ça peut amener dans sa vie. Voilà, c'est ça que je n'ai pas saisi. Voilà, que je voudrais demander une explication. Voilà, c'est le scénariste qui parle. Alors, je crois que quelle que soit notre nature ou les crimes qu'on est amené à effectuer dans notre vie, on a un cœur. Donc, Ousmane, c'est un père. Il laisse une famille décimée derrière lui. Il sème la désolation. Mais sa fille, la petite Aïssata, c'est la chair de sa chair. Donc, il s'est peut-être dit dans sa tête que je ne vais pas leur laisser ma fille. On va partir et refaire notre vie sous d'autres cieux. C'est juste ça. Je fais partie des privilégiés qui ont eu à le recevoir même à domicile et depuis longtemps. Donc je le félicite, j'en profite également pour saluer bien sûr l'oncle Thierry Miloukal et Abdoulaye Liman et ton père aussi, qui est ici présent. Bon, moi je vais poser une question quand même à l'auteur. Je crois que tu es panafricaniste, hein? Parfois j'ai une doute un peu. Mais je trouve que parfois tu as des postures assez militantes aussi. Bon, dans ce panafricanisme, il y a aussi une revendication de certaines identités, de valeurs, etc., qui nous renvoient en fait au très fond de notre culture, tel que relaté dans ce livre, également dans l'aventure ambiguë que nous avons tous connue. Mais par contre, là où tu expliques, et même ton mentor ou parrain, en tout cas préfacier également, dit la même chose, que le problème ici, ce n'est pas l'éducation, mais le problème, c'est surtout un certain Ousmane. Alors, pour le sociologue que je suis, c'est difficile de nous faire croire que l'éducation est loin de tout ceci. Pourquoi? Parce que le milieu détermine l'individu. Et la question que j'allais te poser, c'est quel est ce facteur de déterminisme du milieu, et de quel milieu d'ailleurs, pour Sakina, pour l'amener à sombrer dans sa propre naïveté qui l'a amené au drame que nous avons connu. Et également, quel est le rapport de déterminisme du milieu qui fait de Ousmane ce qu'il est, un danger très ambulant qui existe encore dans nos sociétés. Merci beaucoup. On a tendance à coller aux gens des étiquettes suivant leur comportement. On se coupe les cheveux, on les garde naturels, on les napille ou que sais-je encore. On parle beaucoup de femmes, on est féministe. On parle de l'Afrique, on n'est pas africaniste. Alors je crois qu'on devrait laisser à tout un chacun la liberté d'agir, la liberté d'aller là où on se sent le mieux. Et après, c'est vrai que les étiquettes, on n'y peut rien. Déjà la preuve, j'ai mis un t-shirt féministe, on parle de féminisme. Alors je crois que chacun devrait avoir son libre arbitre et se comporter tel qu'il le sent pour évoluer dans ce monde qui est si compliqué de nos jours. C'est clair que je porte l'Afrique en moi. Même si j'ai vécu une longue partie de ma vie à l'étranger, mais l'Afrique a toujours fait partie de moi, et même encore aujourd'hui, je suis au Sénégal, je redécouvre chaque fois de nouveaux aspects africains. Donc pour la question du panafricanisme, je la laisse en suspens. Alors, le milieu détermine l'individu. C'est clair que les parents jouent, on va dire que les parents jouent 50% dans l'éducation de l'individu, mais c'est les rencontres, les discussions, les parcours de vie qui façonnent l'individu. Parce que je crois qu'à 10 ans, on n'est pas la même personne qu'à 30 ans. À 10 ans, on sursaute quand notre mère nous crie dessus ou notre père parce qu'on se dit il faut que je fasse attention aux bêtises que je vais faire. Alors qu'à 30 ans, je crois qu'on est un adulte qui prend ses décisions et qui les assume. Donc, dans le facteur de déterminisme par rapport à la vie de Sakina, elle a été éduquée en France, elle a reçu une éducation à l'ancienne, très conservatrice, mais elle est venue au Sénégal et elle s'est lâchée, telle une brebis égarée, qui sortait en boîte, qui faisait tout ce qu'elle voulait. Donc là, on va dire que l'éducation qu'elle a reçue, elle l'a laissée de côté, elle a fait ce qu'elle voulait. Quant à Ousmane, qui a aussi été très bien éduqué, mais qui a tout fait de quitter le football parce que ça ne lui plaisait plus, et qui a laissé en retrait ses parents, qui ne le réécrivaient plus, qui n'allaient même plus les voir, parce que lui, ce qu'il voulait, il voulait atteindre un but dans son existence, à savoir aller en France et être quelqu'un de vraiment assimilé. Donc là, je crois que le facteur de déterminisme dépend de l'individu, qui choisit de laisser en arrière les valeurs qu'on lui a inculquées ou de les garder. Merci beaucoup. Donc, voilà, donc Munus pour le slam. Donc, nous allons l'encourager. Voilà.
ça donne ça. Cupidon a frappé fort et l'histoire s'écrit. Les années se suivent, les saisons s'en suivent, le printemps se fait. Les fleurs, un sourire écarlate, elles se font. Il est vrai que la nature de la rose est de faner. Mais pourquoi garder cette image d'elle si sa mission est celle d'éblouir? Chaque fleur est porteur de ce arôme apaisant, aimant, artistique, que Cupidon fait corde à son arc. Ce M, maternel, mature, mélancolique, maître du mental. De ce O, oppressif, occasionnel, certes, mais obsession. De ce U, union de cœur, union d'idées, union de principes, union d'idéologie, qui laisse dans les cœurs un air de rancœur, un air de regret, de rage, de réussite, de réunion, de redevance et de respectabilité. Ce sentiment qu'aucun mot ne peut décrire, mais que tous les dictionnaires tentent de définir, ce sentiment ne saurait te laisser indifférent, ni toi, ni moi, ne pouvons l'éviter. Il ne connaît pas de classe sociale, l'ouverture de nos frontières, il fait des heureux et des malheureux, des heureuses et des malheureuses, demande à Sakina. Comme un agneau là, voilà, jeté dans la jungle de ce sentiment inconnu, et croyez-moi, elle n'a jamais été sans repère. Fille d'Amadou et Mariam, un couple au cœur de ses racines, conservateur des solides pages d'histoire de la parenté africaine et de la profonde et chaleureuse foi islamique. Moi, originaire d'un Fouta où le ciel ne pleure plus, où la verdure s'est faite rare, voire inexistante. Les voilà, ils ont foulé la terre de la tour Eiffel, qui a vu la petite Sakina y grandir. Plus tard, jeune, belle, brillante et obstinément naïve, elle fera face à sa destinée qui est loin d'être une de ces histoires à l'eau de rose. Cette œuvre est un hommage rendu à des valeurs et vertus d'un bout à l'autre, ce qui le rend attachant. Parfait descriptif des femmes de la famille Alpoulard d'ici et de l'Hexagone, il est le résumé d'un métissage générationnel. 3 jeunes cousines adolescentes et instruites, différentes de leur mère et grand-mère, qui s'éveillent à la vie et à l'amour, qui sont respectueuses de leurs parents, qui assistent leur mère à la cuisine, aux travaux ménagers, qui sont réveillées à l'eau pour la prière du matin, jusqu'au jour où l'occasion des vacances s'arrêta. Les cousines ont commencé à sortir. Une fois, les yeux couchés, pour aller explorer les mystères de la carne. Cupidon a frappé fort, je disais. Cupidon a frappé fort sous sa veste de poétone, un poulard culturé, dévoyé, attiré par les lueurs et lueurs des bling-bling des nuits dakaroises et parisiennes. Il a assiégé le cœur de Sakina et sera l'auteur de sa vie. L'état insupportable dans lequel finit la pauvre Sakina n'est que le résumé d'un malheur vécu. Si ce texte vous donne un air de déjà-vu, ce n'est pas qu'une impression. Ce texte est la préface de cette œuvre dont on nous gratifie un de nos plus grands monuments. Un grand homme aux vertus nombreuses, encrier de la civilisation, ancre de la tradition, plume de la religion, gardien du temps pour de nombreuses aventures ambiguës. Cadre intellectuel et diplomate, sous ses écrits sont plumes rebelles et belles plumes d'un assoiffé du verbe, cher ami. Vous savez tous que les bonnes graines font de bonnes récoltes. La preuve, une nouvelle fleur est née, Neïfa Toukan, fille de Cheikh Medoukan, elle nous réunit aujourd'hui autour de son malheur de vivre. Laissons-la de sa cause nous enivrer. Moi, je me suis enivré des années avant. Je me suis enivré des jours avant, des heures avant. Aujourd'hui, mon histoire, je l'écris en prose et en slam, en spoken word ou en tarif. Tarif, moi, il nous fait son dieu de théâtre. Tarif mooy liggéey léegi te wax ma ko tarif mooy dund tarifkat bu wóor dund tarifkat bay doon mooy li fees sa xol saf lay doy dund sa bët may la doon xool ndax kat bas ma lay egsi kat jàmm la ni tarbiya sànq xam-xam sa personne ci xel la ko solo yaa ngi sama ci bis ci xol yi moo intéressé oui yàgg boobu daal fekk noo ko boobu daal fi jiitu na dafa toog ñu fi ci ba xanaa ko ci toog mais que ça yaa ngi sa jaas ñoom ñoo ngi tey def na xel xool yi xool yi nga woon ci buubu xol suñu seen wax daf fekk mbay mi ngi xaatima